Et dans la tête du CTO, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe énormément de choses. Déjà, il y a énormément d'excitation. Ouais. C'est génial, on est en train de faire un produit qui plaît, il y a de l'adhésion, enfin, voilà, on fait quelque chose qui a du sens. C'est super excitant. Et cette excitation, il faut la transformer en énergie, parce que du coup, il y a tout à refaire. C'est-à-dire que tout ce qui a déjà été fait devient par nature obsolète, puisqu'on n'adresse plus du tout les mêmes problématiques quand on gère 10 clients que quand on en gère 100. Le plan d'une bonne bataille est obsolète dès le premier coup de feu. Ok. Les plannings sont faits pour ne pas être respectés, c'est un peu cette... Un plan de guerre est obsolète à la première bataille, quoi. Okay. Si tu veux, tu fais ton plan et t'arrives et tu te dis ok, il y a ça qui peut se passer, je prévois tout, et puis en fait il se passe ça. Et là tu fais ah ouais. Okay. Le piège à éviter, c'est de se dire qu'on va recruter 1000 développeurs et qu'ils vont aller 1000 fois plus vite. Ça c'est intéressant. C'est archi faux. Ouais. Ça a toujours été faux, tout le monde l'a toujours dit. En l'occurrence, tous les CTO l'ont toujours dit. C'est pas parce que vous avez une équipe de 10 développeurs qui produisent X que si vous mettez 100 développeurs en face, vous allez produire 10 fois plus. Ouais. C'est archi faux. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Ah, vous êtes là? Eh ben écoutez, ça tombe très bien puisqu'on est juste avant un épisode que j'affectionne particulièrement de CTO Decrypt, un épisode sur lequel on va parler de croissance, de scaling, comme on dit dans la Startup Nation, et on va le faire avec un invité dont le nom de famille avait tracé son destin. Je parle d'Olivier Grandhomme. Et oui, il y aura des blagues dans cet épisode. Olivier Grandhomme, c'est quelqu'un qui a géré plus de 8 projets, géré des équipes jusqu'à 50-60 personnes, levé quelques millions au passage. C'est la personne qu'il nous faut pour parler de croissance. Et ben on va le retrouver tout de suite dans le studio. Venez avec moi, ça va être incroyable. Est-ce qu'on peut clapper vraiment vertical? Oui. Allons-y. C'est une innovation du clap. 1, 2, 3. Pas trop mal. Je clappe mieux que moi. Je clappe. Bah. Non, Ah ouais. Je sens que je suis pas. Ah, des fois j'ai un. Moi, Toi t'es vraiment CTO. Moi j'applaudis, j'aime bien applaudir. Très, très cool. Souvent j'applaudis seul d'ailleurs. Oui, j'ai une bonne résonance de la paume. Oui, j'ai vraiment trouvé le... Bienvenue à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de CTO Decrypt. Bonjour Olivier. Bonjour Hugo. Ravi de t'avoir aujourd'hui avec nous sur le plateau. On va parler en plus d'un sujet qui passionne les foules. On va parler de croissance, on va parler de scaling, de passage à l'échelle. Avant de se lancer Olivier, est-ce que tu connais le principe de l'émission? Alors j'ai vu un épisode qui est sorti cette semaine. Absolument. Et j'ai trouvé ça super sympa. Donc après, je connais pas encore complètement le principe parce que j'ai vu qu'un seul épisode. C'est vrai. Il y a peut-être des choses à écoute. rajouter, peut-être que les autres épisodes sont différents. Absolument pas. Et ben, Donc c'est bon, j'ai tout compris. Tout est dans le titre. Tout est dans le titre. Attends, CTO Decrypt. Voilà. Fin de l'épisode. Fallait qu'on la fasse une fois que là. Principe de l'émission, on le rappelle pour tout le monde, le but de CTO Decrypt c'est de vulgariser le métier de CTO. Et donc il y a une note de vulgarisation qui est mise sur le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Une note allant de 1 à 5. 5 étant la perfection, tout le monde a compris, l'équipe autour de nous a compris, ta grand-mère a compris, le chien à côté de nous a compris. Enfin bref, c'est incroyable, on est sur la perfection absolue. 1 étant la pire note, personne n'a rien compris, je n'ai rien compris, même comme j'ai l'habitude de dire, Michel, le développeur de ton équipe, n'a pas compris ce que tu racontais. C'est terrible, c'est une catastrophe, on ne sortira jamais cet épisode. On va essayer de pas avoir un. On va essayer de pas avoir un. Et simplement, avant de se lancer dans la suite de l'aventure, je rappelle quand même que cet épisode est sponsorisé par CoCTO, dont je suis fondateur, donc ça aide un petit peu. CoCTO qui est un service de recrutement de CTO part-time. Voilà, j'en dis pas plus. Passons maintenant à la suite, Olivier. Sujet brûlant. Sujet, oh là, ô combien brûlant. Olivier, du coup, dans la petite intro que j'ai faite avant, je t'ai présenté rapidement. Je veux bien que peut-être tu commences aussi par là, par raconter peut-être un peu ton parcours rapidement pour que les auditeurs te connaissent un peu mieux. Bonjour à tous. Donc moi c'est Olivier Grandhomme, CTO part-time actuellement. Parfois avec co-CTO, parfois sans. Dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de créer plusieurs boîtes et d'être CTO dans certaines autres boîtes aussi, et notamment d'adresser parfois certains sujets de scalabilité, qui est un sujet assez intéressant à plein de niveaux, on va le voir pendant la suite de l'épisode. Tout à fait. Je le rappelle un petit peu quand même pour donner un peu des figures, comme on dit outre-Manche. J'avais noté, dis-moi si c'est vrai ou pas, du coup tu as monté, rejoint ou accompagné en gros à peu près 8 projets dans ta vie. Ouais, c'est une bonne idée. Gérer les équipes jusqu'à 60 personnes. Ouais, Vous dire à peu près les trucs. Et lever quelques millions par-ci par-là sur les projets. Voilà. Il y a aussi une petite levée de fonds, plusieurs, dont une grosse de 10 millions. Ok. Sur un projet sur lequel j'étais pas fondateur, mais sur un projet sur lequel j'étais CTO pendant la levée. Donc voilà, c'est un peu pour donner un peu quelques éléments. On met aussi le profil LinkedIn d'Olivier en description, mais si vous voulez compléter un peu, vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Olivier, on va être parti pour cette séance de questions et ça va être rocambolesque. Olivier Grandhomme, la question que je pense tout le monde se pose pour commencer cette vidéo, c'est combien mesures-tu?
On est à 1m82. 1m80. Pas petit, pas grand non plus finalement. Pays-Bas, c'est pas terrible. Ah ouais, Pays-Bas. ok. Après, ça Pas mal. En Asie, c'est grand. En Asie, c'est grand. Première question importante. On parle de croissance. La croissance, c'est aussi la croissance du squelette humain et ouf. Ah waouh, Ah, ça Ok. Alors, on voulait parler de croissance, de scale. Scale en anglais, c'est le passage à l'échelle. Seulement, quand on parle de croissance ou de cette phase-là, il y a peut-être beaucoup de choses qu'on se dit. Quelle serait ta définition, toi, de la croissance? Oula, alors on va parler en mode start-up ou entreprise. Ouais, on parle en sinon, mode start-up du coup. C'est trop large. La croissance en termes de start-up, on va dire que c'est le moment où on a trouvé son product market fit. Donc on a un produit, on a fait nos protos, on a itéré un petit peu, et ça y est, d'un seul coup, il y a de l'adhérence. Ouais. Les utilisateurs, ils arrivent, le produit se vend, et on est, ça y est, en mode croissance. C'est ça. Donc là, l'idée, c'est maintenant comment on fait pour accélérer cette croissance tout Et- en la contrôlant. Exactement, tu disais du coup product market fit, tu le décrivais juste après, mais pour rappeler la définition, c'est vraiment quand le produit, le service qu'on a créé rencontre son marché. Exactement. Et qu'on commence à avoir des clients qui arrivent et ça commence à bien marcher comme tu le disais du coup. pour Exactement. l'instant, quoi. Une fois qu'on a trouvé son product market fit, Ouais. normalement on commence à scaler. Ce scaling en fait va passer par plusieurs différentes étapes. Donc, on disait soit on va avoir des enjeux managériaux, donc il faut gérer de plus en plus de collaborateurs. La boîte se réinvente, tous les process sont à revoir, toute la gestion du produit, toute la gestion du support, des développeurs, etc. est à réorganiser parce que quand on passe de 10 à 100, tout change dans son organisation quotidienne. On a aussi la croissance au niveau technique et infra. Si on passe de 1000 utilisateurs à 100 000, d'un seul coup, il faut réorganiser le produit, mais techniquement parlant, pour que les serveurs fonctionnent bien, que l'infra scale. Ouais. On a plus d'utilisateurs, on scale. Donc Ouais, donc, bon. Les infra cloud permettent d'aider à faire ça, mais elles ne le font pas toutes seules, c'est pas magique non plus. Et après, on a aussi tout ce qui va être réorganisation, tout simplement au niveau du produit. On a de plus en plus d'utilisateurs, donc on a de plus en plus de demandes, parce que chaque utilisateur a sa petite question, sa petite modification à apporter au produit. Alors si on est sur du B2C, c'est un peu plus, on va dire, différent. Et sur du B2B, chaque nouveau client... C'est ça, B2C, alors normalement je pense que tout le monde le sait, mais je préfère Vas-y. B2C, donc Bon, on adresse des particuliers, de grand public, Voilà. B2B, business to business, on adresse des entreprises. Des entreprises. Et sur un projet B2B qui scale, donc vous avez votre force commerciale et marketing qui va augmenter, mais chaque nouveau client et donc une entreprise va avoir besoin de faire en sorte que votre produit s'adapte à son fonctionnement. Il va avoir des demandes très spécifiques, très urgentes, souvent pour lesquelles ils sont prêts à payer. Et donc il faut s'organiser aussi à ce niveau-là pour faire évoluer votre produit pour les clients. Beaucoup de demandes, Donc comment ça fait, prioriser, il y a etc. déjà au moins 3 types de scale. Ouais, tu disais le scaling humain avec le nombre d'équipes qui augmente. Scaling produit et scaling technique. Ok, excellent. Dans ces phases-là, et peut-être par rapport à ton expérience en tant que CTO dans ces différents projets, qu'est-ce qui se passe dans la tête du CTO quand on est dans ces phases de scaling? Il se passe plein de choses. Alors c'est vrai qu'on a dit, là j'ai dit 10 à 100 en parlant de personnes, mais il y a aussi encore tout un process très différent de 100 à 1000, puis après 1000 c'est encore très différent. Pareil côté utilisateur, côté produit, côté tout ça. Et dans la tête du CTO, qu'est-ce qui se passe? Alors il se passe énormément de choses. Déjà il y a énormément d'excitation. C'est génial, on est en train de faire un produit qui plaît, il y a de l'adhésion, enfin voilà, on fait quelque chose qui a du sens, c'est super excitant. Et cette excitation, il faut la transformer en énergie, parce que du coup, il y a tout à refaire. C'est-à-dire que tout ce qui a déjà été fait devient par nature obsolète, puisqu'on n'adresse plus du tout les mêmes problématiques quand on gère 10 clients que quand on en gère 100. Et tout est à refaire, à organiser, à repenser, à reprioriser en permanence, tous les jours. Donc c'est à la fois énormément d'excitation, à la fois parfois un peu de la panique, parce que des fois il se passe trop de choses trop vite. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça à partager éventuellement? Par rapport à la panique par exemple, je vois la panique, je me dis là il y a un sujet à prendre. Justement, alors là on n'était pas sur de la vraie croissance, vrai scaling, mais on était déjà sur une première phase, on va dire sortir du proto pour des vrais clients. On a un grand groupe qui nous a dit, alors je vais pas le nommer explicitement, mais c'est un grand groupe de la construction. On mettra le lien en commentaire. Un grand groupe dans la construction, type Vinci, Bouygues, Eiffage, peu importe, choisissez un de ceux-là, qui vient nous voir et qui nous dit votre produit on l'aime bien, on a envie de le mettre sur tous les chantiers en France. Plutôt bonne nouvelle. Plutôt bonne nouvelle. Et en fait nous on avait un proto. Voilà. Et là juste c'est la panique quoi. C'est d'abord la panique et après l'excitation, mais d'abord la panique. De dire, ah ouais, mais là en fait on peut pas, c'est un proto. C'est coincé. Il faut pas le mettre sur tous les chantiers en France. Ça va éclater. Ça marchera pas. Et donc de là en fait le rôle du CTO c'est de se dire c'est quoi le plan en fait. On est là, on veut aller là, il faut définir c'est quoi le degré de croissance qu'on a envie d'atteindre et ensuite il faut se faire un plan pour essayer d'aller vers cet objectif là. J'aime bien faire les plans, j'aime bien suivre les plans et j'aime bien on va dire ne pas oublier que le plan d'une bonne bataille est obsolète dès le premier coup de
feu. Ok. Les plannings sont faits pour ne pas être respectés, c'est un peu cette. Un plan de guerre est obsolète à la première bataille. Quoi. Ok. Si tu veux, tu fais ton plan et Ouais. tu arrives et tu te dis ok, il y a ça qui peut se passer, je prévois tout, et Ouais. puis en fait il se passe ça. Et là tu fais ah ouais. Ok. En fait c'est important d'avoir un plan, mais c'est important de savoir que ce plan il va falloir l'ajuster. Ouais. Le plan doit pas être la vie, le plan absolument, tout faire pour le plan. Sinon on n'est plus agile, sinon on va pas scaler correctement. La scalabilité c'est aussi aller là où il y a de la croissance et parfois refuser certains types de croissance. D'ailleurs, il y a des grandes boîtes qui ont refusé de faire certains produits volontairement parce que c'était pas le bon moment pour eux. Voilà, il faut comprendre les opportunités, les étudier et les prendre, mais comprendre c'est quoi accepter une opportunité. Il faut réfléchir à comment ça s'organise, humainement, techniquement et produitement. Disons ça. On vient d'inventer un mot. On peut le définir produitement, on vient de l'inventer, donc c'est au niveau du produit. Nickel. Ouais, donc tu es dans la tête du CTO, un peu de panique, d'organisation, un plan à tracer qu'on respectera pas. On respectera peut-être. Faut pas se borner. Faut Ouais. pas se borner au respect de ce plan parce que vous allez driver un plan par rapport à l'opportunité qui vient d'arriver, par rapport à un levier de croissance qui vient de se mettre en place. Et puis finalement, je sais pas, un mois après, une autre opportunité qui n'a rien à voir, qui n'était pas dans le plan et qu'il va falloir prendre aussi ou qu'il va falloir adapter le plan. Enfin voilà. Après, si on n'a pas de plan, on va nulle part. Moi, en ce moment, des sujets de la gestion plutôt d'objets connectés. Et donc pareil, mise à l'échelle d'objets connectés. Je travaille avec des gens qui veulent passer de 100 à 1000 objets connectés. Pas forcément de 100 à 1000 clients, ou voilà, mais de 100 à 1000 objets connectés. Donc il y a quelques sujets. On sort du proto pour aller vers quelque chose qui commence à s'industrialiser. On a un plan, on regarde comment faire. Voilà, c'est assez simple, hein, mais il y a quand même des sujets à organiser. Et à côté de ça, j'ai des gens qui veulent passer de 20 000 à 100 000 objets connectés sur un autre produit qui n'a rien à voir, qui n'est pas du tout géré de la même façon, qui rencontre différentes complexités aussi. Et c'est pareil, on a un plan technique, un plan humain, un plan stratégique concrètement, pour organiser cette croissance. Et ce plan, on suivra ou pas. Mais si on n'a pas de plan, on ne sait pas où on va. Sinon tu sais c'est pas. certain. Ouais. On commence par ce plan. Et du coup, en général, quand on parle aussi de croissance, ça vient, tu parlais de levée de fonds. Voilà, la levée de fonds vient appuyer la croissance. Et là, du coup, la question, peut-être ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Qu'est-ce que tu fais de tout cet argent qui arrive sur le compte en banque? On part aux Seychelles. On part aux Seychelles faire un petit team building. Voilà. Après, il n'y a plus d'argent. Et après, il n'y a plus d'argent. Ça coûte Ça cher. coûte cher. Avec toute l'équipe. Les Seychelles, c'est cher. C'est cher. Les Seychelles. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent? Alors normalement, si on a levé, c'est parce que justement, on a défini un plan dans cette croissance et que dans le plan, il s'avère que pour la croissance, il y a besoin d'argent. Des fois, on a des produits qui ont besoin, pour atteindre leur croissance, de plus d'investissements techniques ou humains. Voilà. Donc normalement, on lève pour faire ça. Parfois, on lève pour accélérer la croissance, pour verrouiller le marché, en fait, et se dire, ça y est, on est numéro 1 et les prochains qui veulent arriver, ils auront du mal parce qu'on a pris l'image de marque. Donc ça veut dire que techniquement parlant, normalement, on est capable de le faire et on va lever pour aller faire marketing, commercial, voilà. Et normalement, quand on lève, on a un plan de dépenses. On ne part pas aux Seychelles. Normalement, en fait, quand vous levez, vous dites, voilà, j'ai besoin de, je sais pas, 4 millions pour faire ça, parce que c'est partie du plan et parce que ça va augmenter la croissance, la rentabilité, etc. Parfois, c'est pour atteindre sa rentabilité, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de produits aussi qui, pour être rentables, ont besoin d'une certaine masse. Les investissements sont assez conséquents au début, les revenus très faibles. Si on investit lourdement, à un moment donné, on va atteindre cette masse et rencontrer sa croissance. C'est le cas des, on va dire des grosses boîtes américaines qu'on connaît, type Uber, Facebook, etc. C'est des gens qui ont investi énormément d'argent avant de trouver parfois même leur business model et assez tardivement leur rentabilité. Donc normalement cet argent il est là par rapport à un plan. C'est ça. Si sans faire exprès on lève 10 millions de trop, ça arrive par accident. Ça peut, voilà. On connaît des gens à qui c'est arrivé. Non, je connais personne qui s'est arrivé. Il y a une époque où c'était peut-être un peu possible, c'est plus difficile aujourd'hui. Petite parenthèse, on vous renvoie vers l'épisode qu'on mettra soit en description, soit je compte sur les monteurs pour le mettre ici. Sur un épisode sur la levée de fonds du coup qu'on a fait avec Samir, qui parle justement de un peu ses difficultés en ce moment. Mais voilà, donc je mets la petite parenthèse. Olivier, je te laisse la parole. Normalement, si on lève, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Normalement, c'est dans le business model, c'est dans le business plan. Il y a quelque chose pour faire ça. Alors, on se rappelle que tout ce qui est baby food, billard, etc., c'est cool, mais c'est pas ça qui fait une bonne boîte. C'est plus ça non plus qui fait la rétention des collaborateurs. Donc ça peut être du bonus et à la limite j'ai envie de dire c'est pas un baby foot qui va vautrer un business plan parce que quand on a levé je sais pas 4 millions, si on met un baby foot, je veux dire il nous reste quand même encore 4 millions. Il reste quand même pas de l'argent encore. Beaucoup de baby foot. Mais... Normalement on a un plan. Le piège à éviter c'est de se dire qu'on va recruter 1000 développeurs et qu'ils vont aller 1000 fois plus vite. Ça c'est intéressant. C'est archi faux. Ça a toujours été faux, tout le monde l'a toujours dit. En l'occurrence tous les CTO l'ont toujours dit.
c'est pas parce que vous avez une équipe de 10 développeurs qui produisent X que si vous mettez 100 développeurs en face, vous allez produire 10 fois plus. Ouais. C'est archi faux, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Par contre, si vous avez 10 commerciaux et que vous en mettez 100, pareil, si vous organisez bien, là vous allez peut-être pouvoir faire 10 fois mieux. Ouais. Mais il va falloir réussir à absorber ça en demande produit derrière et en architecture technique. Ouais. Et ça, parfois c'est compliqué, ça dépend comment votre produit est fait et ça dépend notamment de si vous allez devoir le reconstruire. En parlant de levée de fonds, Twitter Oui. a changé de nom. Ouais, Là, c'est un au peu moment où on le tourne la bazar. vidéo, ouais, c'est tout récent. On c'est- parle de XX, on sait X.com. pas. Voilà. Twitter à l'origine ça a été codé en, je crois que c'est un week-end, c'est un hackathon. Ils ont commencé à avoir de l'adhésion et en fait ils ont pas levé pour mieux se faire connaître ou pour améliorer un peu le produit. Ils ont levé pour refaire le produit à zéro pour qu'il soit scalable. Parce que Ils ont le tout produit, jeté ce qu'ils avaient fait avant. Ils ont repris à zéro. Ils ont Ok. recodé entièrement Twitter et ils ont parce que là ils n'avaient pas le choix. Et alors pour le coup c'est un exemple qui est intéressant mais c'est pas un truc à reproduire non plus. Mm. Mais il faut pas se dire j'ai levé, je recommence à zéro, je fais ma V2. Pourquoi pas? Ouais. Mais faut qu'il y ait une vraie raison. Faut pas qu'il y ait une idée de se dire ça y est j'ai levé, je sors de mon proto, je fais une V2 et je la recommence à zéro. Parce que ça mène à rien sans un vrai objectif, sans une vraie raison de pourquoi il faut Pourquoi faire cette lever, V2. Ça se trouve ouais. il n'y a pas besoin déjà. Et ça se trouve il y a besoin mais il faut savoir pourquoi et il faut l'organiser. Lever de l'argent, répartition un peu justement de comment est-ce qu'on le dépenses. fait, les postes de dépenses. Parler rapidement du coup la partie commercial marketing notamment. Forcément, ouais. Ouais. En général, on lève pour accélérer. Ce que je disais, on a trouvé son product market fit. Ou alors, on est sur le point de le trouver et les investisseurs en confiance. On lève pour aller faire du marketing, faire du commercial, faire de la com. Si on est sur du grand public, on va essayer de lancer une petite campagne. On est sur ces objectifs-là. Donc ça, en général, un gros poste de dépense. Ensuite, on va avoir tout ce qui est produit. Ok. Produit, Produit, développement. Y compris tech. Y compris Tech, tech. développeur, etc. On va chercher à avoir des gens sur l'organisation du produit, qu'est-ce qu'on va vouloir rajouter comme fonctionnalité, organiser je sais pas, des séances de discovery avec des utilisateurs, avec des clients, avec le Séance de support. discovery en produit, du coup, c'est. Aller chercher les nouvelles fonctionnalités. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt un gros poste de dépense. Donc là on va faire grossir les équipes aussi, on peut rajouter, on peut passer de 10 à 100 développeurs concrètement, mais il faut pas que ce soit pointless, il faut pas qu'on se dise en rajoutant des développeurs on va faire plus de choses. Non, il faut qu'il y ait un objectif produit qui se dessine et on rajoute des développeurs en conséquence par rapport à une capacité qui est en train de se créer. Ça c'est pour moi c'est les deux gros postes de dépense qu'on voit généralement. Ok, ça roule. Tu nous as parlé à un moment, on préparait la vidéo et tu disais, notamment dans la panique du CTO à la levée de fonds, une petite anecdote qui t'était arrivée. Je pense que ça peut être intéressant de la partager. Parce que j'en parle pas souvent de ça. Ah, après voilà, c'est peut-être. Et j'avais oublié que je te l'avais dit. J'ai noté, j'ai dit si on pouvait Alors c'est avoir cette petite parenthèse. C'est ma toute première levée de fonds. Et effectivement, dans la phase de panique, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de parler avec des investisseurs. J'avais créé un produit, j'avais un bon proto qui marchait bien, qui était même peut-être un peu trop bien fait pour une V0,5, on va dire. Ok. T'étais seul dans la boîte? J'étais tout seul, dans la boîte? archi tout seul. Ok. Et je trouve des investisseurs qui me disent ok, tiens, on met de l'argent et puis on recrute une équipe et on met en place une force commerciale ensemble et on vient et on t'aide. Et là, dans cette phase de panique, il s'est passé que je leur ai dit bah non. En fait, je vais aller faire autre chose. Ok. Voilà, et j'ai fermé la boîte Ok. et je suis allé faire autre chose. J'ai levé 500 000 500 000. sur un proto que j'avais monté tout seul en 3 mois. J'ai choisi de ne pas accepter la levée et de dire Et non, en faire. fait, j'ai peur, concrètement. Ouais. Alors j'ai trouvé plein d'excuses. Je suis pas arrivé en disant ouais, j'ai peur. J'ai trouvé plein d'autres excuses pour expliquer que en fait, le produit marcherait pas, Ah ouais. que mon Ah, modèle t'as était descendu pourri, ton- Et les investisseurs ils me disaient non, mais on y va, on connaît ton marché, Ok. on connaît ton business, on comprend, il y a des trucs à ajuster, mais t'inquiète pas, ça va le faire. Viens, on y va. Et je leur ai dit non, on n'y va pas en fait. Allez-y sans moi si vous Allez-y. voulez. Même je vous le donne le truc, mais moi j'y vais pas. Ok. Je peux pas gérer ce truc là quoi, je sais pas faire. Et j'ai eu peur et j'ai fermé la boîte et j'en ai créé une autre à la place, Ouais. dans laquelle ça s'est plutôt bien passé, mais j'ai surtout pas essayé de lever des fonds. La Ok. petite anecdote, dans la panique, il La peut se panique. passer tout un tas de choses. Après, alors moi je connais d'autres boîtes effectivement qui dans des phases de levée, c'est vrai que c'est important en tant que fondateur et cofondateur de bien se mettre d'accord sur on veut lever ou pas, hein, ça dépend aussi. Il y a des boîtes qui organisent des très belles phases de scalabilité sans lever, on peut le faire sans lever, ou parfois on ne peut pas le faire sans lever, Ouais. aussi, Ouais, il y a ça dépend de votre produit. business, ouais. Mais par contre, c'est important de bien être raccord. Si vous êtes plusieurs fondateurs, de se dire ok, on lève, mais on lève combien et pour faire quoi et quelles vont être les responsabilités de chacun dans l'organisation de demain. Parce que quand vous êtes deux fondateurs à gérer une équipe de 10 et que vous levez 5 millions, et ben demain vous êtes deux cofondateurs dans une équipe de 50, 60, 80, 200. Ouais. Vos responsabilités vont plus être les mêmes, votre travail va plus être le même. Vous allez devoir déléguer un certain nombre de choses à un certain nombre de gens et vous allez devoir vous déléguer des choses l'un à l'autre en vous faisant confiance. Mais surtout, vous allez être hyper responsable de beaucoup de choses parce que d'un seul coup, vous avez levé. Vous êtes plus
deux entrepreneurs en train de faire votre boîte. Ouais. Tiens, j'ai prévu de faire ça, vas-y, on fait ça. Tiens, finalement, j'ai plus envie, je fais plus ça. Non, une fois que vous avez levé sur un plan, quand vous avez envie de changer le plan, il faut aller voir vos investisseurs et leur dire, ouais. vous nous avez donné de l'argent sur le plan, mais on va changer le plan. changer. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on change le plan, etc. Enfin, d'un seul coup, vous avez un comité de direction qui est important. Vous avez un board à gérer et c'est plus la même. C'est vrai que dans tous les cas, c'est important de bien se mettre d'accord entre associés. Parce que c'est aussi une des causes de problèmes et de complexité après une levée ou entre des levées. Si les associés d'un seul coup sont plus d'accord ou perdent la motivation parce que c'est plus la boîte qu'ils ont créée. D'un seul coup, c'est complètement c'est autre chose. Et moi, cette toute première boîte, voilà, j'avais des clients et je leur ai dit, c'était bien, désolé, on arrête. Puis voilà, je suis rentré chez moi, je vais faire autre chose. Non, mais du coup, hyper intéressant du coup ce sujet sur justement la levée, les se mettre d'accord entre associés. On reparlait tout à l'heure aussi de la partie. Sur la partie CTO, il y avait plusieurs éléments sur lesquels se focus quand il y avait cette croissance. Un des éléments, du coup, c'était la partie produit. Là, imaginons, on lève de l'argent, prépare la croissance. Côté produit, comment est-ce qu'on réorganise les choses? En fait, ça dépend de beaucoup de choses déjà. Déjà, la première question, c'est est-ce que vous avez levé pour réorganiser votre produit, améliorer des choses sur votre produit avec des nouvelles fonctionnalités qui sont peut-être coûteuses, ou pour peut-être créer d'autres sous-produits. Ou si vous avez levé et votre produit il est bien et vous allez juste voir ce que la croissance vous amène, c'est deux organisations qui sont très différentes. Okay. Dans un cas, vous avez besoin de bien définir vos nouveaux produits et de commencer à les mettre en marche et de vérifier que ces nouveaux produits rencontrent aussi de l'adhésion. Soit vous êtes en train de se dire, mon produit il fonctionne bien, j'ai des utilisateurs, j'ai des clients, je vais grossir et maintenant que j'ai levé pour communiquer et mettre une force de frappe commerciale, on va dire. Je vais grossir et cette croissance va m'apporter des nouvelles demandes. Ouais, ça, le nombre de clients qui augmente, ils disent ok, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Du coup, les commerciaux arrivent avec 1 milliard de demandes. Avec 450 demandes tous les mois. Il faut mettre en place une organisation qui va permettre de trier, filtrer, prioriser, tout ça. Et c'est pas la même organisation que si vous êtes en train de créer des nouveaux produits ou de décliner votre produit en marque blanche ou des choses comme ça. Comment vous organisez ça? Déjà, vous recrutez des gens pour le faire, qui sont compétents sur tout ce qui est produit et organisation de produits. En fonction de l'organisation que vous souhaitez avoir, c'est-à-dire que si vous souhaitez être agile, recrutez des gens qui sont plutôt agiles. Si vous souhaitez pas être agile et que vous avez des clients qui vous font des cahiers des charges à 2 ans, à la limite, recrutez des gens qui sont hyper chefs de projet, direction de projet. Donc l'état d'esprit qui a compté. Et puis en fait, structurer. Alors moi, j'aime bien dire, et c'est la partie la plus compliquée, le bon produit. Quelle est la différence entre le bon et le mauvais produit finalement? Alors, le bon produit, tu le vois, tu l'achètes. Le mauvais produit, tu vois. C'est compliqué. En fait, alors j'ai envie de dire, le bon produit émerge des équipes et pas forcément du dirigeant. Le fondateur, il a une idée, il a une intuition, il y va, et à un moment donné, son produit dépasse ses intuitions. Alors c'est toujours lui qui va driver, il va toujours avoir des intuitions, il va toujours en faire part. Il va falloir qu'il apprenne à écouter ses utilisateurs et ses clients, et c'est pas forcément simple à faire. Et souvent, les gens qui sont dans le produit au quotidien et qui parlent du produit au quotidien et qui communiquent au quotidien avec les utilisateurs, donc des product owners, des product managers, des commerciaux, du support. D'ailleurs, on parle un peu de ce sujet dans la vidéo CPTO que je mets quelque part ici. Mais du coup, ça boucle avec ce sujet. Donc, CPTO, exactement. Et en fait, il faut écouter ces gens-là. Et en tant que fondateur, dirigeant, après une levée dans une phase de croissance, on est occupé à faire de la strat, de la com, que ce soit interne, externe, du gros client. On va avoir une vision qui va doucement s'orienter vers qu'est-ce qui est important pour mes gros clients et pas forcément pour la masse. Pour tous, ok. C'est compliqué de réussir à écouter tout le monde correctement et à faire le filtre et à réussir à faire confiance aux équipes correctement. Mais il y a des très bons produits qui sont sortis des équipes sans même que les dirigeants soient au courant parfois. Gmail est un exemple. Gmail, je pense que tout le monde connaît Gmail. Messagerie de mail, on peut le dire. D'ailleurs, qui appartient à Google. Google a découvert assez tard que Gmail était un projet. C'était un side project. C'était des développeurs en interne qui faisaient un petit gestionnaire de mail. Ils ont trouvé ça cool. Et puis à un moment donné, c'est devenu un vrai projet. Mais il était déjà bien avancé. Ok, donc produit, donc un peu changement d'état d'esprit du coup aussi d'être à l'écoute utilisateur, prioriser les choses. Il y a un petit sujet qui dépend si on continue sur le même produit qui grossit ou si on fait des sous-produits, etc. Et donc ça, c'est sur la partie produit. Sur la partie management, qu'est-ce qui va évoluer notamment avec la vision CTO, on va dire, dans les équipes après le. Alors le rôle du CTO en tant que tel sur cette vision de manager d'équipe quoi. Alors le CTO au début, j'ai envie de dire, parfois il est souvent assimilé à un super développeur. Il développe le projet, il fait un certain nombre de choses. Et là, il faut faire une vidéo pour différencier le super dev ninja couteau suisse du CTO en early stage. Ça arrive. Parce qu'il y a quand même une confusion à éclaircir. On voit souvent des offres d'embauche de recrute CTO, startup, mais en fait, s'il y a 3 devs, vous n'êtes pas CTO. Le CTO au début, en tout cas, il est là, il va être en mode lead tech. On va commencer à grossir, à s'organiser, et à un moment donné, il va devenir vraiment lead technique, mais pas que sur sa team et sa techno. Il va aussi devenir un interlocuteur privilégié pour
toute la boîte autour de c'est quoi les enjeux technologiques de l'entreprise. Ça recoupe souvent avec du produit. Donc en fait, il y a tous ces enjeux-là. Il y a travailler sur tous les sujets qui vont être roadmap. Au début, on est sur un produit assez petit, une roadmap assez petite et court terme, puisque la boîte, elle n'a pas forcément des années de vie devant elle, donc on cherche à aller vite sur des petites l'essentiel, choses. etc. quoi. Plus on grossit, plus on s'organise, plus on cherche à avoir une vision long-termiste. Le CTO va devoir créer cette vision et la porter et la défendre. Ça va aussi être un interlocuteur avec tout ce qui est board, comité de direction, la DAF aussi, parler des coûts de tout ça, les organiser, les gérer, manager l'ensemble des devs et combien ça coûte. Clairement. Le rôle évolue énormément. Et par rapport du coup peut-être à une expérience où tu es allé jusqu'à des équipes où tu es monté, on disait tout à l'heure, jusqu'à 50-60 personnes. 60, Quel était un peu le changement du coup en tant que CTO que tu as suivi du coup en passant de 10 jusqu'à 50 Alors de 10 à 50, moi j'ai vécu vraiment deux phases, notamment parce qu'il y a eu une phase d'internationalisation au milieu. De 10 à 30, on va dire que ça s'était plutôt bien passé. On a réorganisé un petit On peu. sent la chute. Non, clairement c'est pas la chute, mais c'était, on va dire, ça s'était fait assez naturellement. On réorganise un peu les process, on intègre le produit, on crée une vraie équipe produit, là où avant c'était un peu, on va dire, sur 10 développeurs, on arrivait avec un peu d'organisation à faire émerger le produit, du support, des commerciaux et avec une sorte de product owner à moitié à temps plein. Ça se passait plutôt bien, là où quand on arrive à 30 développeurs sur plutôt 2 produits ou sur plutôt des gros blocs dans le produit, ça commence à être plus compliqué, donc il faut créer une équipe produit, il faut organiser ça. Ça s'était fait assez naturellement. Mettre en place des bons process de développement aussi. On voit souvent des startups, j'ai envie de dire, bosser en prod. Les développeurs, ils poussent en prod, ils testent. Prod, c'est la version du logiciel qui tourne vraiment, qui est utilisée par les clients. Donc si tu fais une modification que ça marche pas, tout explose. On le voit. Sur les petites startups, au début, on voit souvent ça. Il teste un peu sur son PC, ça a l'air de marcher, il l'envoie en production. Bon, pourquoi pas. Quand on commence à être 20, 30, clairement pas, quoi. Enfin, jamais de la vie. Donc on met en place des bons process pour faire ça, pour bien tester, pour valider la qualité de tout ce qu'on fait. Et après, alors moi en l'occurrence, sur cette phase de 30 à 60, ça avait été un peu plus complexe, notamment parce qu'il y avait une phase d'internationalisation des équipes. On avait des équipes sur plusieurs sites dans plusieurs pays. Et là, ça avait été plus compliqué parce que là, à nouveau, le rôle de management devient différent. On manage plus juste 30 personnes ici, on manage 60 personnes, mais à distance, avec des cultures différentes. Alors nous, on était sur la même time zone, donc pas trop compliqué. Il y a des questions culturelles, il y a des questions d'organisation, il y a des découpages de projets à organiser un petit peu différemment. Le produit à organiser différemment aussi. Qui dit internationalisation dit aussi une nouvelle vague de demandes clients et utilisateurs, parce que les attentes des utilisateurs en France ne sont pas les mêmes que dans les pays même voisins. Et donc à nouveau, réorganisation, réflexion, repriorisation, recroissance des équipes, remettre à plat le plan, se dire le plan qu'on avait fait il était bien et on avait prévu que l'internationalisation ça ferait comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait les demandes c'est pas celle qu'on avait prévue, donc il faut anticiper, il faut réorganiser. On revient sur le plan, hop là, à faire évoluer. Du coup tu as la partie donc produit, on dit les changements qui arrivent, managérial, on dit la croissance de l'équipe qui fait qu'on réorganise. Côté technique pur et dur, qu'est-ce qui se passe du coup Tu t'en parles un petit peu, mais pur et dur, il se passe énormément de choses. Déjà, on passe d'un projet qui au début peut vivre, j'ai envie de dire, sur un PC, sur un petit serveur facile, à des projets qui demandent plus de charges, des plus grosses machines, du cloud, une organisation qui est différente. On va aussi organiser des process de déploiement continu pour gagner de la productivité. Donc il faut. Ça peut être le déploiement continu. Alors, déploiement continu, ça va être de faire tout un process automatisé pour que quand une nouvelle version du logiciel est validée, elle suit un certain nombre d'étapes jusqu'à être mise à jour en direct en production pour les utilisateurs, sans que ça coupe et remette le site. Donc ça s'organise. Puis après, il y a tout ce qui va être, j'ai envie de dire, organisation et rationalisation de la gestion des serveurs. On ne gère pas de la même façon un serveur qui gère 100 objets connectés qu'un serveur qui gère 100 000 objets connectés ou 1 million d'objets connectés. De la même façon que les demandes des utilisateurs pour superviser ces objets connectés vont pas être les mêmes. Et donc les ressources en fait doivent être organisées différemment. On va avoir des coûts qui sont différents, qui sont organisés, à prévoir, à superviser. Et pareil, quand vous avez 20 clients, si votre site il n'est pas disponible pendant 1 heure, c'est pas très grave. Quand vous en avez 100 000, votre site il n'est pas disponible pendant 1 heure, c'est un peu la catastrophe. Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas une petite anecdote sur ce sujet? J'ai une petite anecdote qui est vieille, et ça, c'est, je suis assez fier du fait que cette anecdote soit vieille. Ça veut dire que j'ai appris. Et effectivement, j'ai une petite anecdote. Ça m'est arrivé ça me ferait plaisir. Une des premières boîtes que j'avais créées. On avait un logiciel qui fonctionnait dans des concessions automobiles, et ce logiciel était déployé partout en Europe. Donc toutes les concessions de cette marque en Europe utilisaient notre logiciel sur leur tablette. Il y avait une tablette pour les clients, et du Portugal jusqu'à
la Pologne, quoi. Et en fait, petit manquement dans ce process de déploiement continu et de qualité. Comme quoi, quand on le fait pas bien, ça marche pas. Et il y a un développeur un soir qui a décidé que la mise à jour qui était attendue était plus urgente que ce qu'on l'avait estimé. Et il était hyper content. Il a fini ce projet-là le vendredi soir à minuit. Et il s'est dit, ça marche, j'ai bien testé, je suis content. Et de lui-même, il a poussé en production. Donc il a mis à jour la version pour les utilisateurs le vendredi soir. Les soirs à minuit. Alors vers 1h du matin. Voilà, c'est ce qu'on aime. Et moi, ce même vendredi soir, j'étais plutôt occupé à prendre l'apéro très fort. Et je me suis couché à 2h30 du matin. Ouais. Et à 4h du matin en France, il se trouve que les concessions en Pologne commencent à ouvrir là. En Estonie, elles commencent à ouvrir. Et du coup, à 4h du matin, mon téléphone a commencé à sonner. Donc on était à 1h30 de sommeil, c'est ça du coup? Ouais, il y avait 1h30 de sommeil et pas mal de fatigue liée à d'autres choses, quoi. Donc en fait, moi, le téléphone, il a sonné sans que je réponde, quoi. Et puis à un moment donné, j'ai fini par répondre en disant arrête de m'appeler, sans regarder qui c'était. L'interlocuteur parlait pas français, donc ça c'est plutôt voilà. Ouais. Mais vers 6h30, quand j'ai commencé à comprendre que mon téléphone vraiment continuait de sonner, il a émergé un petit peu. Il n'y avait plus que la Pologne, ça se rapprochait en fait de la France, donc j'avais de plus en plus d'appels. Naturellement, c'était en fait la DSI de chaque pays qui m'appelait au fur et à mesure. Chaque pays qui ouvrait, les concessions appelaient leur DSI du pays. Donc DSI, c'est Direction des services informatiques. Tout à fait. Du pays. Bon autodécryptage, excellent. Et donc à chaque fois, j'avais chaque DSI de chaque pays qui m'appelait. Et puis vers 6h30, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, l'appli ne marche plus. Donc là, je me suis connecté, j'ai essayé de regarder. J'étais pas hyper productif. Mais il s'avère que vers 8h30, 9h, j'ai réussi à comprendre ce qui s'est passé, à remettre la version d'avant et à décider que... on mettrait plus en prod en vendredi soir? J'ai aucun problème pour mettre en prod les vendredis soirs. Ouais, parce que maintenant on met des vrais process. Ah, ok. Et on met en prod quand on veut, avec du vrai déploiement continu, sur du vrai process, sur de la vraie qualité. Et aujourd'hui, un déploiement qui part en prod et qui ne marche pas, il va automatiquement se couper, se revert, donc en fait se remettre sur la version précédente. Ok. Et donc on met en prod le vendredi soir si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on vérifie. Surtout, il y a tout le process qui fait qu'aujourd'hui, la mise en prod, elle ne casse plus. Et partout où je suis passé, ça s'est appliqué. Ok. Et alors, ça s'applique pas forcément toujours parfaitement du premier coup, mais en tout cas, c'est devenu invisible pour les utilisateurs depuis cette expérience-là. Ouais. C'est toujours un classique dans le monde de la tech, la mise en prod du vendredi soir, c'est vraiment un sujet. Il y a un site internet, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est est-ce-qu'on-met-en-prod.fr. Ça vous dit quel jour il est sur le site automatiquement, et si c'est vendredi, ça répond non. Ok. Et tous les jours, ça dit oui, et le vendredi, ça répond non. Ça peut aider certains. Je sais pas qui a fait ce site. En tout cas, aujourd'hui, avec des vrais process de qualité, d'automatisation et de déploiement continu, on peut mettre en prod quand on veut, mais il faut mettre en place ces process. Est-ce que le plus important, finalement, Olivier, c'est pas d'avoir des histoires à raconter? Si, et puis on apprend. L'être humain apprend quand il se brûle. Tous ces trucs-là, du coup, pour le scale, on disait donc produit, technique, management. Et après, on parlait un peu aussi de différents paliers. Toi, quand tu as vécu un peu ces croissances, est-ce que tu as senti des paliers à des moments donnés en disant là, je passe un cap, là, il y en a un autre, etc. Ouais, alors déjà, il y a des paliers qui sont plus ou moins connus. C'est-à-dire, si on se renseigne un peu sur Internet, on voit assez facilement un certain nombre de paliers. Il y a un premier palier sur la création d'entreprise autour d'une dizaine. En termes de management, je parle purement. Même en termes de clients, c'est-à-dire que quand vous passez de 3 clients à 12 clients, autour de la dizaine, vous allez devoir les gérer différemment. Bon, en termes d'utilisateurs, normalement, non, parce que c'est automatisé. Donc il y a un premier palier autour d'une dizaine où il faut commencer à s'organiser, il faut commencer à déléguer, il faut commencer à faire confiance. Il ne faut pas oublier que la confiance n'exclut pas le suivi, ça c'est important. Okay. Référence peut-être à l'anecdote du... Non. et pareil, justement, à 10, il va falloir commencer à mettre des process d'organisation. On ne peut plus s'organiser juste en étant comme ça dans le bureau et en faisant que se parler oralement. Alors c'est autour de 10, il y a des gens qui disent que c'est 6, il y a des gens qui disent que c'est 15. Voilà, ça dépend. Ensuite, il y a une phase autour de, j'ai envie de dire, la trentaine. Il y a des gens qui peuvent pousser, qui ne sentiront pas trop de problèmes à 10, puisqu'ils auront recruté une ou deux bonnes personnes, ils font confiance, ça se passera bien. Et autour de la trentaine, il va commencer à potentiellement, sur une organisation française, à avoir un étage de plus. Organisation française, du coup, c'est intéressant parce que... Organisation française, très hiérarchique. Hein. Okay. On fait des super pyramides, on a plus de managers que de producteurs. Okay. C'est français, ça. Okay. Aux États-Unis, il n'y a pas de pyramide. Donc, en tout cas, autour d'une trentaine, il y a des gens qui disent que c'est
25, il y a des gens qui disent que c'est 50. Voilà, c'est autour de la trentaine, quarantaine en tout cas. Il y a un petit palier encore à passer qui n'est pas forcément plus compliqué. Ça dépend des organisations, ça dépend de comment ça se passe, ça dépend de qui on recrute aussi. Et puis ça dépend du degré de confiance qu'on accorde à ces personnes. Alors si on recrute quelqu'un, normalement on a envie de lui faire confiance. Si vous recrutez quelqu'un pour pas lui faire confiance, ne le recrutez pas. Voilà, ce sera le tips de cet épisode. À cette trentaine, quarantaine, qu'est-ce qui change du coup justement qu'est-ce qui a changé quand peut-être tu l'as vécu? Qu'est-ce qui change J'ai envie de dire autour de 10, 20, 30, on peut s'organiser sur 2 mois, sur 3 mois, on voit comment ça se passe. On a une gestion budgétaire qui reste finalement assez simple. Okay. Il faut commencer à avoir une vraie gestion de son BFR, de son besoin en fonds de roulement correctement et d'organiser ça intelligemment, parce qu'il faut sortir les 30 salaires, etc. On commence à mettre en place à ce moment-là des avantages en général, tickets resto, CE, etc. Mais on commence à y réfléchir en tout cas. De 50 à 100, c'est plus des sujets qu'il faudrait qu'on adresse, c'est des sujets qui sont là, qui doivent être là, qui doivent être adressés en termes d'organisation humaine. C'est-à-dire que jusqu'à 30, si vous n'avez pas de RH et qu'en tant que CEO, vous essayez de faire le DRH, vous pouvez y arriver. Ça passe. Ça peut passer, ça dépend de votre management global, mais ça peut passer. Si à 30, vous réussissez en tant que CEO, fondateur, à avoir votre vision produit, votre roadmap stratégique, votre gestion RH, vous pouvez y arriver. Votre direction commerciale aussi, normalement. Il y a des gens qui peuvent y arriver, mais ils vont pas tenir des années comme ça, en théorie. Par contre, à 50, 100, et là de 50 à 100, vous êtes en train de vous dire, mais en fait, il me faut un vrai DRH, il me faut une vraie direction financière. À 50, à 100, tu peux plus avoir un comptable externalisé et te dire ça se passe bien. Il te faut quelqu'un en interne pour gérer ta compta, tes factures, tes rapprochements bancaires. Donc il faut quelqu'un qui vraiment mette les mains dans les comptes. Tu vas commencer aussi à faire des dossiers plus importants et plus compliqués à construire, du crédit impôt recherche, des choses comme ça. Et en fait à 100, tu as vraiment un cap à nouveau. D'accord. Parce que passer de 100 à 200, c'est à nouveau complètement différent que de passer de 80 à 100 en fait, si tu veux, ou même de 50 à 100. 50 à 100, tu as un certain nombre de choses à mettre en place. 100 à 200, à nouveau le travail est très différent. Et si on parle organisation startup, alors soit tu as levé et tu es dans ta phase d'accélération de levée et tu fais ça très vite, il y a tout qui change très vite, c'est-à-dire que tous les 6 mois, tout ce que tu as mis en place, ça devient obsolète, peut-être même tous les 3 mois, ça dépend à quelle vitesse tu grossis. Si tu n'as pas levé et que tu organises ça toi-même, structurellement parlant, peut-être en prenant un peu plus de temps, de toute façon, il faut pareil, tous les X mois, que tu remettes tout en cause et que tu organises tout différemment. Et ça, y compris aussi sur le rôle du CTO? Ouais, y compris sur le rôle du CTO, alors que ce soit CEO, CTO, même directeur commercial, j'ai envie de dire, CPO, si on parle de produit, l'organisation est très différente. Donc en fait, tous les X mois, il va falloir le remettre en cause. Je pense que tu veux la petite anecdote qui va bien, c'est ça? Non, moi j'aime bien aller chercher les petits trucs. De mémoire, c'est le CTO de Conto. Voilà. Donc Conto, c'est une banque, une néobanque en ligne. De mémoire, c'est le CTO de Conto qui fait ça. Je ne voudrais pas parler en son nom, donc voilà. Si jamais derrière la vidéo, dis-nous en commentaire si c'est ça ou pas du tout. En tout cas, une personne sur une conférence nous avait expliqué que lui, en tant que CTO, sur une phase de scale-up très importante, il se licenciait, alors je crois que c'était tous les 3 mois ou tous les 6 mois, il se licenciait lui-même en se disant je me licencie en tant que CTO, parce que en fait j'étais le bon CTO il y a 6 mois, mais je ne suis plus le bon CTO pour aujourd'hui. Et ensuite il disait maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, qui est-ce que je dois recruter, pour faire quoi, quel est le bon profil de CTO, et à chaque fois il se re-recrutait en disant ça peut être moi, mais par contre je vais monter en compétence sur ces sujets-là. En fait il se remettait à plat complètement tous les 6 mois, il disait ok j'ai été CTO de là à là, qu'est-ce qu'il faut comme CTO pour devenir de là à là, et en fait il listait tous les sujets, il faisait un vrai état des lieux de ses compétences et des choses à acquérir, il se re-recrutait à chaque fois en disant ok et je vais monter en compétences et je vais faire le travail qu'il faut pour devenir le bon CTO pour cette nouvelle phase. Il disait ça régulièrement. Avec la croissance, eux, forcément énorme croissance, donc énorme croissance, donc ça vite. Est-ce que dans tout ça, il y a des erreurs à éviter absolument dans les phases de scale? Et si tu devais donner les pires erreurs, qu'est-ce que ce serait? Alors les pires erreurs, ne pas faire confiance. Les pires erreurs, c'est tout ce qui va être autour de la confiance. Peu importe votre phase de croissance, peu importe vos objectifs. Ce que je disais, si vous recrutez quelqu'un et que vous ne lui faites pas confiance, vous n'allez pas aller très loin. Par contre, la confiance n'exclut pas le suivi. Il faut réussir à mettre en place un certain nombre de mécanismes pour travailler correctement avec les gens, pour leur donner des objectifs stratégiques, pour définir ces objectifs aussi avec eux. J'ai envie de dire les laisser travailler sans aller regarder tous les jours, mais en même temps ne pas oublier d'aller regarder de temps en temps et ne pas oublier d'aller un peu regarder ce qui se passe. Et en tant que CTO, ça c'est hyper valable avec la direction, c'est hyper valable avec ses équipes, c'est hyper valable à tous les
les étages. Ouais, à la fois genre les équipes que tu supervises, mais à la fois avec tes associés à la direction. Que ce soit en tant que fondateur, que ce Ouais. soit en tant que fondateur CTO, que ce soit en tant que CTO tout court. Il faut qu'il y ait un vrai degré de confiance, de travail ensemble, de comprendre quelles sont les responsabilités de chacun et quels sont les rôles de chacun dans l'organisation. Carrément. Il y a aussi un autre élément du coup dans la croissance, peut-être que tu l'as vécu aussi, mais sur la partie plus de travail, augmentation de la charge de travail, de la pression, la vie privée, quel serait un peu dans la alors croissance pareil, un peu dans des phases de croissance comme ça, peu importe que ce soit des enjeux managériaux, techniques ou commerciaux autour de cette croissance, on se dit la prochaine marche, c'est bon, je peux la prendre. Et en fait, à un moment donné, on prend un peu trop. Manager 10 collaborateurs, c'est cool, ça passe, j'y arrive, je suis fatigué, mais j'y arrive. Et puis en manager 11, ok, je crois que je vais y arriver, mais en fait, c'est un peu plus compliqué. Et puis 12, étape par étape, et puis étape par étape. Et c'est vrai que l'erreur qu'on entend souvent, moi c'est une erreur que j'ai commise plusieurs fois aussi, c'est de sacrifier ce qu'il y a autour du boulot pour faire plus. Et en fait, on finit par ne plus rien faire à côté, mais ne pas faire plus quand même. On n'est pas plus productif quand on travaille jusqu'à minuit tous les jours. On est plus productif quand on travaille une fois jusqu'à minuit, quand on travaille 2 fois jusqu'à minuit éventuellement, une fois de temps en temps, alors surtout dans le métier de l'informatique, sur des questions de mise en prod, de gestion de service, etc., travailler jusqu'à 4h, 5h du matin, ça peut arriver. Si on se met dans un quotidien où en fait on absorbe, en tant que fondateur, en tant que CTO, en tant que dirigeant, en tant que manager, peu importe, à un moment donné, on sacrifie trop de choses pour faire un travail, et en fait on devient aussi de moins en moins productif sur ce travail, mais donc du coup ça nous prend de plus en plus de temps, et on n'a plus rien à sacrifier autour, et en fait on craque. C'est bien. Alors moi je suis jamais allé jusqu'au craquage, mais j'ai vu des gens le faire, c'est hyper compliqué, parce que le craquage, c'est un craquage en fait, donc ça se répare pas comme ça. Il faut pas oublier que la vraie vie, c'est pas forcément la vie du travail, c'est aussi la vie qui est autour, et pas hésiter à demander de l'aide, alors de l'aide externe, à d'autres CTO part-time par exemple. Oh bah tiens, hop là. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de Samir, et moi c'est comme ça que j'ai rencontré Samir pour la première fois. C'est en tant que CTO, on a demandé à Samir de nous aider. Et en fait, même pas forcément de venir bosser avec nous pendant X jours, etc. Mais juste du conseil sur, voilà, Samir, voilà notre état des lieux. Est-ce que tu peux passer 2 heures à nous faire 2 heures, une journée, 2 journées, à nous faire un petit audit, nous dire ce que t'en penses, voilà notre roadmap. Et en fait, ça permet d'avoir un avis extérieur, quelqu'un qui est moins engagé émotionnellement dans le projet, c'est aussi important. Quelqu'un qui a plus d'expérience et quelqu'un qui va en quelques heures nous apporter des avis et valider nos ressentis par exemple pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour être plus serein. Ne pas hésiter à se faire accompagner, ça c'est intéressant. Pas hésiter à le dire aussi, pas hésiter à dire en fait je suis en souffrance dans mon rôle de manager, même en tant que fondateur. Oui, et même à soi-même, ça les choses. Même à soi-même, clairement, ne pas se mentir à soi-même en fait là j'ai atteint mon niveau de compétence, il faut que quelqu'un vienne m'aider. Et ça j'ai déjà vu des gens faire aussi en tant que fondateur, dire je ne dois pas être CEO de ma boîte parce que en fait on dépasse mon niveau de compétence en tant que fondateur, directeur général, et donc il faut que je recrute un directeur général pour que moi en tant que fondateur je me concentre sur par exemple la direction commerciale ou sur la direction autre technique. chose, clairement. Voilà. Mais faut pas hésiter en tout cas, faut pas hésiter à en parler aussi en interne, et faut pas hésiter à se faire accompagner avec des managers part-time, c'est hyper intéressant. Par rapport à la relation CTO-équipe, il y a une relation aussi d'honnêteté, de bienveillance qui va être du coup importante pour justement garder ce niveau de confiance avec les équipes. Ça c'est une responsabilité de n'importe quel manager, j'ai envie de dire. Après, vu qu'on embarque des équipes vers des objectifs, alors si on est sur de l'hyper-croissance, donc l'hyper-croissance c'est de la scalabilité, ok, mais très rapide, de manière presque incontrôlée, ou voire incontrôlable. Incontrôlable en fait. Donc là, effectivement, il faut avoir une bienveillance accrue avec ses équipes. C'est pas forcément plus simple, parce que si on est sur l'hyper-croissance, il y a des boîtes qui passent de 100 à 400 en l'espace de quelques mois. En fait, on peut pas connaître 300 nouvelles personnes en 6 mois. Ils arrivent, ok, mais on les connaît pas, quoi. Ça, c'est fatalement parlant. Il faut se réinventer. Il faut réinventer aussi l'ADN de la boîte, parce qu'il peut pas rester le même. Et le rôle de CTO, ça va être de communiquer avec le codir, les dirigeants, et d'aider à faire en sorte que cette vision, cette organisation, elle redescende dans les équipes, et que tout le monde reste bienveillant les uns avec les autres, et dans les deux sens. Une question à laquelle je pense aussi en discutant de tout ça, est-ce que tu peux rapidement, dans les phases de croissance, dire, ok, comment le rôle du CTO évolue? Genre au début c'est ça, après ça devient ça, après ça devient ça. Est-ce que tu as en tête Je disais tout à l'heure, il y a une première phase, on va dire, où c'est un super tech, super codeur. Il code, il met en place, il met en prod. Ensuite, la boîte grossit, on a de plus en plus de choses qui se mettent en place. Là, il va, on va dire, driver la tech et superviser. Donc, il va parfois aller toucher du code pour donner un coup de main, pour vérifier, pour mettre à jour 2-3 trucs. Mais ça va pas être le gros de son travail, ça va être anecdotique. Donc ça, c'est, on va dire, c'est le deuxième rôle. Il est là pour
on va dire, driver la tech, l'organiser, que ça va être un tech leader. Troisième rôle, il va être plutôt interlocuteur de la tech Ouais. en interne et en externe. Il va superviser la tech de loin, il va avoir une roadmap stratégique, technique et produit sur, on va dire, une vision un peu plus long-termiste, qui va organiser avec le codir, qui va organiser avec le produit, qui va organiser avec un certain nombre de managers tech qu'il a mis en place dans son équipe. C'est intéressant parce que du coup à ce moment-là, il manage à la fois du coup les équipes tech, à la fois les autres interfaces avec d'autres équipes internes, il manage aussi les clients, d'une certaine manière. Exactement. Pour Il va aussi expliquer à certains clients pourquoi on va pas faire certaines choses que les clients attendent, ou pourquoi on va les faire, mais pourquoi ça va prendre du temps, ou pourquoi ça va coûter de l'argent, etc., etc. C'est un peu le rôle produit du coup, non Alors oui et non, parce qu'il y a des attentes purement produits qui peuvent être portées par des gens qui sont purement produits avec une vision commerciale pour parler à un acheteur. Okay. Et une fois que l'acheteur a validé qu'on achète le produit, normalement le CTO a été consulté sur les faisabilités techniques de ces évolutions de produits. On a généralement la DSI, donc la direction des services informatiques du client, qui va s'intéresser à ce que vous voulez vendre et ce que mon collaborateur veut acheter là, ce qu'on va acheter, ça correspond à nos normes de sécurité, de qualité, de process, et est-ce que nous on a le droit d'échanger nos données avec vous, et est-ce que nos collaborateurs ont le droit d'utiliser vos outils, et comment c'est hébergé, et comment ça marche, est-ce que c'est RGPD compliant, toutes les contraintes. Qu'est-ce qui nous garantit que votre outil il fonctionne tous les jours, et pas un jour sur deux. Et pas un samedi matin, par exemple. Et en fait, à un moment donné, la DSI va vous dire montrez-moi que vous me garantissez que votre produit il fonctionne tous les jours. Et donc en tant que CTO, à un moment donné, le rôle ça devient aussi d'interfacer avec tous ces sujets-là. Et la vision stratégique, long terme, de dire long terme, les technos évoluent de telle façon, voilà les enjeux qu'on peut avoir par rapport à notre produit, voilà quelles technos on peut utiliser ou pas, voilà quelles opportunités on va avoir sur les prochains mois. Donc en fait, à un moment donné, le gros du travail de CTO, c'est aussi d'être à jour sur tout ce qui se passe dans le monde de notre produit, on va dire, et dans les technos qu'on utilise ou qu'on pourrait utiliser. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les CTO se sont intéressés ces derniers mois énormément à tout ce qui était intelligence artificielle. Forcément. Il n'y a pas un CTO sur Terre qui n'a pas utilisé ChatGPT dans tous les sens pour comprendre vraiment comment ça marchait, ce que c'était, etc., etc. C'est un nouveau produit, c'est une nouvelle techno, ça peut avoir un impact. Je comprends bien comment ça marche. Je comprends bien comment je peux m'en servir moi pour mon business ou comment d'autres gens peuvent s'en servir pour attaquer mon business aussi. Le rôle du CTO, c'est aussi tout ça. D'avoir ça. Excellent. Hyper intéressant Olivier tout ça. Est-ce que pour toi c'est possible de donner, pour conclure un peu, on arrive à la fin de l'épisode, 3 conseils pour le scale? 3 conseils. Bon, le premier conseil, soit pour du scale ou pas, c'est de bien définir ses objectifs. Donc avoir des objectifs SMART. SMART. C'est les initiales pour des lettres dont on ne se souvient plus. On les affiche. Montage. Au-delà d'être simple et atteignable, mesurable. Je vois souvent de la confusion chez les gens avec qui je travaille, même par le passé dans des boîtes dans lesquelles j'ai travaillé en temps plein, même en tant que fondateur. Si vos objectifs ne sont pas mesurables, vous n'allez pas forcément avancer vers la même direction parce que vous n'allez pas forcément avoir les mêmes indicateurs. Donc bien définir ses objectifs, vous êtes en train de grossir, ok, mais pourquoi? Parce que vous êtes en train de grossir, de quelle façon et quels sont vos objectifs dans cette croissance? Définir le pourquoi, du coup c'est assez... Le pourquoi est assez intéressant et même parfois il y a des gens qui sont en train de grossir mais qui ne veulent pas grossir. Bon c'est un peu particulier parce qu'il y a plein de gens qui voudraient grossir et qui n'y arrivent pas. Moi par exemple. En tout cas, voilà, des objectifs mesurables, c'est hyper important. Le deuxième truc sur la croissance, j'ai envie de dire, c'est de rien sous-estimer. La croissance, c'est par nature compliqué, c'est quelque chose que toutes les boîtes qui l'ont vécu le savent. Alors, il y a eu des phases d'hyper-croissance incroyables avec des startups à l'américaine, etc. Des grosses licornes, il y en a eu quelques-unes en France aussi. Il y a aussi eu des vrais retours en arrière pour certaines. Et en fait, il est important dans ces phases de croissance de rien sous-estimer, que ce soit le côté managériel, le côté humain, le côté ressources techniques, le côté infra, le côté demande produit, gestion comptable, etc., etc. Chaque demande client va avoir un impact qui va se dérouler partout. Il ne faut rien sous-estimer de ce côté-là. La troisième chose, c'est quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas hésiter à se faire accompagner. Pour l'avoir déjà fait plusieurs fois en tant que demandeur et maintenant en tant qu'accompagnateur, j'ai envie de dire, c'est hyper important d'avoir du feedback de gens qui ont déjà vécu ça, qui ont différentes expériences, qui ont un regard externe aussi et qui viennent pour donner du conseil sans filtre. Là où parfois peut-être que vos équipes elles vont pas oser admettre un certain nombre de choses, ou elles vont pas oser vous le dire, ou elles vont pas oser driver vraiment cette transformation. Quelqu'un d'externe, il vient, il vous apporte du conseil, après vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous avez déjà cet avis, ça peut vous
réconforter dans vos idées, ça peut vous aider à aller plus vite, ça peut vous aider à aller plus loin, ou ça peut vous aider à valider vos ressentis tout simplement. Ça fait 3. Ça fait 3, c'est beau. On rappelle les 3 piliers pour la croissance, les objectifs, se faire accompagner et ne rien sous-estimer. C'est ça. Et bah écoutez, on arrive d'ailleurs à la fin de cet épisode de CTO Decrypt. Il est temps d'arriver sur le petit moment notation, Olivier. On va faire un petit bilan. Donc je vais reprendre mes notes, analyse rapide, un sujet pas forcément évident à vulgariser puisqu'il y a beaucoup aussi de jargon, on parle de scale, de startup, etc. Donc pas mal de petits points qu'on a réussi à débunker, je pense, au fur et à mesure quand même. J'ai dû quand même un peu des fois te ramener sur attends, qu'est-ce que c'est que cette définition, nanana. Donc là c'est peut-être un peu là, on a perdu quelques points, mais globalement à la fin tu te retrouves tout seul, etc. Ce qui fait que pour moi, on est sur un 4 sur 5 vulgarisation, qui est quand même une très bonne note. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez en commentaire votre note et pourquoi vous n'êtes pas d'accord, et on débattra en gens civilisés sous cette vidéo. Bah écoute Olivier, merci pour ce temps, c'était très sympathique. Si les gens veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent se trouver Avec plaisir. Mon LinkedIn, tu disais que... LinkedIn, en description. Sinon, si vous n'avez pas de nouvelles sur LinkedIn, passez par Hugo éventuellement. Voilà, hop, un petit coup de fil, oui, Voilà. bonjour, allô, oui, Olivier, très bien, il est là, et là, je vous le passe, et ça va très vite. Hello. Merci Olivier, est-ce que tu as un mot de la fin je sais pas là, un mot de la fin, tu vois. Trottinette. Et bah écoutez, on finira là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao, bonne journée.